Vous nous captez depuis le Canada. Bienvenue à tous dans ce journal. Le président de la République, Joseph Kabila, a nommé récemment les membres de la cellule nationale de renseignement financier CNRF. L'ordonnance présidentielle confirmant cette nomination a été lue vendredi dans la soirée sur les antennes de la RTNC. Lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est sa principale mission. Les médias l'ont surnommé l'homme le plus attendu par les politiques à la suite de l'attente sur la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. Mais seulement son apparition ce vendredi 29 août lors de la grande édition du journal de 20 h sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise a encore déçu ceux qui n'attendent que ce gouvernement. Jacques Moukaleng, cadre de la presse présidentielle, était venu bel et bien lire une ordonnance présidentielle, sauf que celle-ci porte sur la mise en place de la cellule nationale de renseignement financier CNRF. Dans sa lecture, entre autres, ces noms: Henri Faizi, président; David Kalandé Mouya, vice-président; Tassil Talizo, secrétaire exécutif; et André Mbouyou Mungoy, secrétaire exécutif adjoint. Les membres du conseil sont Bokako Moulaniani, Tassil Talizo, Vincent Kaboua, Mandamouma, Ibiba, Savo Polo, Dani Koujou et David Kalandé. Tous auront comme mission s'attaquer à la mafia financière, puisque de par sa création, la cellule doit lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Son organisation et son fonctionnement sont définis par le décret numéro 08/20 du 24 septembre 2008. D'après ce décret, la cellule nationale des renseignements financiers est un service public à caractère administratif et technique placé sous la tutelle du ministre ayant les finances dans ses attributions. Sa mise en place est la réalisation d'une promesse du chef de l'État prononcée à la suite des recommandations des concertations nationales. Fin du séjour en RDC de Saïd Djinit, le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs. Avant son départ vendredi, le diplomate onusien a affirmé que les Grands Lacs doivent être débarrassés de toutes les forces négatives. En RDC, Saïd Djinit a notamment salué les efforts fournis pour éradiquer le M23, rébellion défaite par les FARDC appuyés par la MONUSCO. C'était une visite introductive en République démocratique du Congo pour Saïd Djinit, successeur de Mary Robinson au poste d'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs. Ce dernier estime que sa nouvelle mission est une tâche exaltante, tout en reconnaissant qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Le diplomate algérien a clôturé vendredi 29 août sa première visite officielle en RDC avec une déclaration: les Grands Lacs doivent être débarrassés de toutes les forces négatives, que ce soit au Congo ou dans d'autres parties de la région. La prolifération des groupes armés a également introduit des malentendus, la suspicion et la méfiance entre les États membres de la région. Pour Saïd Djinit, l'une des priorités pour les pays de la région est de se débarrasser de ces mouvements négatifs. Toutefois, il a reconnu l'amélioration de l'atmosphère dans la région des Grands Lacs. Avant de quitter Kinshasa, Saïd Djinit a notamment salué les efforts fournis pour éradiquer le M23, rébellion défaite par les FARDC appuyés par la MONUSCO en novembre 2013. Autre point salué, c'est la lutte contre la rébellion ougandaise de la LRA et les décisions prises par les Nations Unies et les pays de la région sur la démobilisation des rebelles rwandais des FDLR. Après sa visite en RDC, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon doit se rendre au Rwanda, en Ouganda et en Angola. Après la confirmation des cas d'Ebola à Djera dans la province de l'Équateur, le Nord Kivu aux aguets, les autorités sanitaires de cette province invitent la population au respect strict des règles d'hygiène en vue de se prévenir contre la fièvre hémorragique. Au nombre des mesures prises figure également l'interdiction de la consommation de la viande des rats et des chauves-souris. Martial Bendelo. La maladie à virus Ebola, autrefois appelée fièvre hémorragique à virus Ebola, est une maladie très dangereuse, contagieuse et très meurtrière provoquée par un virus. 60 à 90% des malades décèdent des suites de cette maladie, a signifié le médecin-chef du district sanitaire de Butembo. Dr Munda Mawitende a cependant attiré l'attention de la population de sa structure face à cette épidémie qui sévit à Djera dans la province de l'Équateur. Bien qu'aucun cas suspect ne soit jusque-là déclaré sur toute l'étendue du district sanitaire de Butembo, la population est appelée à la prévention qui reste le seul moyen efficace contre Ebola. C'est
dans ce sens que le médecin-chef du district sanitaire de Butembo décourage la consommation des rats et des chauves-souris, viande consommée régulièrement à Butembo et ses environs. Ces animaux étant le réservoir du virus à Ebola. Cette autorité sanitaire prévient également contre la manipulation de tout animal trouvé mort ou malade. Dit-il, pour Ebola, il n'existe ni traitement ni vaccin. Tout en donnant les signes que présente une victime d'Ebola, le docteur Munda Mawitende annonce pour la semaine prochaine l'élaboration d'un plan de contingence pour toute éventualité de cas d'Ebola dans le district sanitaire de Butembo. C'est donc bien parti pour la sensibilisation de la population contre l'épidémie d'Ebola dans le district sanitaire de Butembo. Marcel Bendelo, Butembo, il est 5 ans. Dans le même registre, l'intérêt du médicament expérimental SMAP est confirmé par un essai préclinique sur des singes qu'il a tous sauvés, même à un stade avancé de la maladie. Cette année, le sérum expérimental a été administré à titre compassionnel à plusieurs personnes infectées par le virus Ebola. L'expérience a été publiée vendredi dans la revue scientifique Nature. L'injection de 3 doses du médicament a permis la survie des 18 singes macaques rhésus traités 5 jours après l'infection. Lors des tests précédents qui ont permis d'améliorer 2 versions précédentes de ce cocktail médicamenteux produit à partir des plantes de tabac, le traitement était initié beaucoup plus tôt après l'infection. Le ZMAP a permis de faire disparaître les symptômes marquant la gravité de la maladie, tels que d'abondants saignements des muqueuses, des éruptions cutanées, ainsi qu'une élévation des enzymes hépatiques dans le sang. 21 jours après l'infection, le virus était devenu indétectable chez les animaux guéris. Les 3 singes contrôlés, infectés mais non traités, sont morts dans les 8 jours. Pour ce test préclinique, les 21 animaux ont été contaminés avec une souche du virus Ebola qui avait sévi en 1995 à Kikwit. La souche virale de Guinée identifiée en France et à l'origine de l'épidémie actuelle en Afrique de l'Ouest n'était pas disponible lors du lancement de l'expérience. Le ZMAP s'est montré tout de même apte à bloquer la multiplication de cette souche selon les chercheurs. Le développement de ZMAP est le fruit d'une collaboration entre MAP Biopharmaceutical et sa filiale, l'EFBio, basée en Californie, ainsi que des gouvernements américains et canadiens. Le ZMAP doit encore faire l'objet d'essais cliniques pour évaluer son innocuité et son efficacité. Son administration en urgence à 7 malades au moins, dont 2 n'ont pas survécu, ne permet pas de juger de son efficacité réelle, d'autant plus que sur le terrain, les chances survie au virus Ebola avoisinent les 50%. Dans l'actualité également, sur invitation et demande de l'Organisation internationale de la francophonie pour la réunion conjointe francophonie Commonwealth, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a représenté vendredi Abdou Diouf, le secrétaire général de cette organisation en Australie, à Canberra. Le ministre congolais et secrétaire général du Commonwealth ont été reçus par le Premier ministre australien Tony Abbott. Les 2 délégués ont porté à l'intention de la présidence du G20 les préoccupations qui devront être contenues dans l'agenda de développement post-2015. À Canberra, en Australie, ces 2 délégués, notamment Patrice Kitebi, qui représente le secrétaire général de la francophonie, et le secrétaire général du Commonwealth, vont à la rencontre du Premier ministre australien. Et elle se déroule au Parlement australien. Il s'agissait pour ces derniers de porter à la présidence des G20 des desiderata qui devront figurer au prochain agenda des développements dits post-2015 et qui se résument en la croissance, les prêts contracycliques, la promotion de la jeunesse et les financements innovants. Nous sommes dans un monde, on va dire, interconnecté. Et ce qui se passe dans un coin du monde a un impact automatiquement sur les économies et sur la vie sociale à travers le monde entier. Et donc, il est important que sur la question de la croissance inclusive, sur les questions de marché financier et de l'instabilité financière, que nous puissions avoir une position commune qui permette aux pays de G20 de prendre les mesures nécessaires, de prendre les réformes nécessaires de manière à réduire l'instabilité financière qui affecte d'une manière ou d'une autre la croissance et son caractère inclusif dans l'ensemble des pays du monde en développement. La prochaine rencontre francophonie Commonwealth est prévue en octobre 2014 à Washington lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods.
Parlant infrastructure, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, a inspecté les travaux de construction du pont Kapoloé, les travaux de réhabilitation du camp des professeurs. Sur place, il a également lancé les travaux de construction de l'hôpital de référence de la cité de Kapoloé. Avec Laetitia Massimango, nous y reviendrons. En international affaire Kayumba, la justice sud-africaine a rendu son verdict dans lequel 4 des 6 accusés ont été reconnus coupables de tentatives de meurtre, visant particulièrement l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, actuellement hostile au régime Kagame. Les sentences seront annoncées le 8 septembre prochain, mais l'affaire se poursuit. Gardi Diana. Ils étaient au total au nombre de 6, mais au finish, seuls 4 ont été reconnus coupables de tentatives d'assassinat contre l'ex-chef d'état-major rwandais, actuellement opposant au régime Kagame. Parmi les personnes coupables figure un Rwandais que le général Faustin Kayumba aurait personnellement identifié lors de l'attaque de son domicile et qui était présenté comme la personne principale contactée initialement pour éliminer le général ainsi que ses complices tanzaniens. Pour le juge, il n'y a aucun doute. Les 4 hommes ont préparé ensemble cette tentative d'assassinat dont la motivation était politique et qui émanait, selon lui, d'un certain groupe de personnes du Rwanda. Une petite phrase qui n'a pas plu à Kigali, qui estime à son tour que le juge entretient des suspicions alors que son rôle était de juger sur base des preuves. Conséquence, c'est lui qui était présenté comme le cerveau présumé de cette attaque. L'homme d'affaires belgo-rwandais Pascal Kanyendekwe a été acquitté. Selon le juge, si cet homme était très probablement au courant de cette tentative d'assassinat, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'il y avait participé. Il a donc été jugé non coupable. Également acquitté par manque de preuves, le chauffeur du général Richard Bashisha. Il était soupçonné d'avoir été en contact avec le reste du groupe et d'avoir facilité l'accès au domicile du général. Le juge de son côté persiste et signe que les 4 coupables ne connaissaient pas l'identité du général et qu'il s'agissait bel et bien d'une tentative politique motivée qui provenait d'individus au Rwanda. Pour le général Kayumba en personne, c'est donc ces messages envoyés notamment à Kigali qui comptent et espère que l'Afrique du Sud fasse pression sur le Rwanda. Après donc le verdict de ce vendredi, les sentences de personnes coupables seront annoncées le 8 septembre prochain. Et en sport éliminatoire de la CAN Maroc 2015, les Léopards seniors messieurs de la RDC affronteront le 6 septembre prochain à Lubumbashi les Lions indomptables du Cameroun. Et en prévision de cette explication, les poulains de Florent Ibenge se sont mesurés hier vendredi en amical face à l'association Vita Club de Kinshasa qui affûte déjà ses armes pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Score de la partie 2 buts partout. Et justement, en rapport avec ce match amical, le sélectionneur principal de l'équipe congolaise n'est pas du tout satisfait du résultat. Il promet de corriger les insuffisances décelées durant cette rencontre. On l'écoute. Les occasions de deux côtés, pas beaucoup. C'était un match assez fermé, donc ça se termine sur un score de parité, oui. Quand on fait 2 partout, c'est le système défensif de VEC qui vous a posé problème ou c'est peut-être votre manque de réalisme, si on peut le dire comme ça, hormis les 2 buts que vous avez marqués? Non, ce qui s'est passé, c'est que je suis bien placé pour le savoir. On a préparé le match avec VEC Club, mais on ne l'a pas préparé avec les Léopards. C'est-à-dire que 48 heures avant, j'ai travaillé ce match pour avoir plus de fraîcheur avec VEC Club, pendant que je travaillais très durement avec les Léopards, de sorte qu'on puisse se mettre un petit peu en difficulté. Et parce que le match contre le Cameroun, ça se jouera à un niveau supérieur. Donc je voulais un adversaire un peu plus frais contre nous, avoir un petit peu plus de difficulté pour voir comment on allait s'en sortir. Ce qui m'a attiré, c'est qu'on a encaissé 2 buts de trop. Donc ça c'est... On a marqué 2 buts, c'est très bien, mais 2 buts de trop. Il faut savoir conserver le score et gagner les matchs. Et puis, au Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku séjourne actuellement dans la ville de Butembo pour participer aux obsèques de Denis Paluku, ancien gouverneur de cette province. Le notable congolais est décédé le 20 août dernier à Paris. Martial Bendelo pour plus de précisions. L'autorité provinciale est active de plusieurs autres personnalités, dont certains députés et ministres provinciaux, mais aussi le commissaire supérieur provincial de la police nationale congolaise. Une autre figure remarquable dans la délégation, c'est le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou. Toutes ces personnalités arrivent à Butembo en vue de participer aux obsèques de l'ancien gouverneur du Nord Kivu, M. Denis Paluku, décédé à Paris le 20 août dernier.
Il fut le premier fils de l'Est-Finlandais à accéder au poste de gouverneur de province. Sa dépouille est attendue en ville de Butembo ce samedi via NTB, ainsi que les programmes officiels de funérailles qui prévoient également l'inhumation les dimanches 31 août prochain après l'exposition du